Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter mes recommandations en matière de Cozy Mystery. Ce sera donc ma première vidéo de recommandation sur cette chaîne. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le genre du Cozy Mystery, une petite définition rapide. Il s'agit donc d'un sous-genre du roman d'enquête, à la différence toutefois que dans le Cozy Mystery, les enquêteurs sont toujours, ou en tout cas dans 90% des cas, des amateurs. Ce ne sont ni des policiers ni des détectives privés. Il peut s'agir par exemple de petites mamies qui aiment prendre le thé et manger des petits gâteaux. Un autre des points communs des romans de ce genre, c'est que même s'il peut y avoir des meurtres, ça arrive assez régulièrement, ce n'est jamais ni violent, ni sanglant, et surtout pas horrifique. On est dans des ambiances très douces, très feutrées, d'où le nom de cozy. Et enfin, dernier point commun, alors là ce n'est pas le cas tout le temps, mais ça arrive quand même assez souvent, et surtout c'est de là que vient le genre, donc c'est pour ça que je me permets de le mentionner. En général, les auteurs soit sont britanniques, soit ont des personnages britanniques, et le décor typique du Cozy Mystery, c'est la campagne anglaise, avec la jolie porcelaine, les belles collines verdoyantes, etc., etc. Vous voyez bien le genre. Pour moi, c'est typiquement un genre qui se lit très bien l'été, à la piscine, à la plage ou dans le train par exemple. Ça se lit très très bien, ça se lit tout seul, sans aucune prise de tête. Je sais que c'est un genre qui commence à devenir très populaire en France avec de nombreuses parutions récemment. C'est pour ça que moi je voulais vous faire mes petites recommandations de ce que j'ai pu lire ces dernières années. Allez, je vous laisse vous préparer un petit thé, prendre quelques petits gâteaux et on commence tout de suite. Premier livre et première saga que je vous présente aujourd'hui, et ça ne sera une surprise pour personne si vous connaissez déjà le Cozy Mystery. Il s'agit bien évidemment des détectives du Yorkshire. En anglais, le titre complet de la saga, c'est The Dale's Detective Agency de Julia Chapman, ici publié chez Pan. Alors, si vous ne me connaissez pas, je vous fais un petit pitch très rapide. Ici, on suit l'histoire de Samson et Delilah. Samson est un policier qui travaille à Londres, mais qui a été mis à pied suite à une affaire dont je vous laisserai découvrir les détails, et qui a décidé de revenir dans son village natal de Brantcliffe, qui se trouve dans le Yorkshire, donc au nord de l'Angleterre. Vous savez, c'est typiquement ce genre de village un peu cliché qu'on a tous en tête quand on pense à la campagne anglaise. Et il va là-bas retrouver Delilah. Delilah, elle a passé toute sa vie, elle, à Brantcliffe. Ils se connaissaient depuis l'enfance. Elle est restée à Brantcliffe. Elle a fondé son entreprise qui a deux fonctions. D'une part, elle est designer web, et d'autre part, elle a créé son propre site de rencontre à l'intention des gens de la région. Et donc Samson, qui lui a été mis à pied, va décider d'ouvrir son agence de détective privé pour se faire un petit peu d'argent, et ils vont se retrouver à travailler ensemble. Voilà, ils vont mener l'enquête sur les meurtres, les vols, etc. qui se passent à Brantcliffe et aux alentours. C'est une série très drôle, vraiment, c'est plein d'humour. Mais ce qui fait la force de cette saga pour moi, ce sont ces personnages, pas seulement Samson et Delilah, mais aussi les personnages secondaires. J'ai énormément de tendresse pour la femme de ménage qui s'appelle Ida Capstead, que je trouve à mourir de rire, mais alors vraiment, elle est géniale. Voilà, il y a toute une flopée de personnages très, très haut en couleur, mais toujours très bien écrits. Au niveau de l'anglais, c'est très accessible. Voilà, si vous avez commencé à lire en VO il y a quelques temps, et vu que vous commencez dans le genre du Cozy Mystery, ça sera une porte d'entrée parfaite dans le genre. Il n'y a pas de vocabulaire alambiqué, il n'y a pas de structure étrange, ça se lit tout seul, vraiment. Maintenant, vous avez peut-être remarqué, si vous connaissez la saga, ici je n'ai que à partir du tome 3 en papier, et pour cause, les tomes 1 et 2, je les avais écoutés en audio. Un jour, je ne savais pas quoi écouter en audio, j'avais téléchargé sur Audible le premier tome, et c'est comme ça que je suis tombée amoureuse de la saga grâce à la version audio. La narratrice fait toute une sélection d'accents. Si vous connaissez un peu l'Angleterre, vous pouvez connaître la variété des accents, et donc dans le Yorkshire, c'est encore plus vrai. Et elle joue vraiment très bien, c'est assez immersif comme expérience, et on voit pas défiler les heures, vraiment. Donc si vous avez l'occasion, si vous parlez anglais et que vous avez l'occasion de les écouter en VO, écoutez, n'hésitez pas, c'est vraiment top. Et sinon, les romans, ils sont aussi géniaux. C'est de l'or en barre, cette saga. Deuxième série que je vous présente aujourd'hui avec le premier tome, on a ici The Right Sort of Man de Alison Montclair. C'est le premier tome, alors elle n'est pas écrite ici, mais il me semble que la saga s'appelle The Sparks and Bainbridge Agency, qui en français a été traduit par l'agence du mariage idéal.
Alors, comme son nom l'indique, ici on va suivre des enquêtes dans le cadre d'une agence de rencontres matrimoniales. Pour vous planter un peu le décor, on se situe à Londres juste après la Seconde Guerre mondiale et on va suivre Iris Sparks et Gwendolyn Bainbridge qui vont donc décider de s'associer pour monter cette agence. Mais ce qui fait la force de cette série, là encore, ce sont ses personnages et le fait que, contrairement à d'autres romans du genre, qui, s'ils peuvent être très divertissants, très drôles, très agréables à lire, manquent peut-être un peu parfois de profondeur, mais c'est pas forcément ce qu'on leur demande. Mais en tout cas, celui-là, il y a de la profondeur dans ses personnages. Le point commun qu'ont Iris et Gwendolyn, c'est qu'elles ont un passé lourd vis-à-vis de la guerre. Iris était espionne pour la Grande-Bretagne et elle a beaucoup souffert. Et Gwendolyn, elle, avait épousé un noble, elle n'avait donc pas besoin de travailler pendant la guerre, elle était réfugiée dans la campagne, mais son mari va mourir et elle va se retrouver malheureusement à devoir vivre avec ses beaux-parents et son fils. Ce qu'elle va faire, c'est que donc elle va décider, pour retrouver un petit peu d'indépendance et gagner son propre argent, elle va donc s'associer avec Iris pour fonder cette agence. Ce qui va se passer et ce qui va déclencher l'enquête, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là, c'est que je ne sais plus si c'est un client ou une cliente, il me semble que c'est une cliente, va se retrouver assassinée et elles vont se lancer dans l'enquête parce qu'elles ont le sentiment qu'elles ont peut-être une part de responsabilité là-dedans. Je vous en dis pas plus, ça suffit d'en savoir ça, mais sachez que c'est vraiment une très très bonne série, c'est très bien écrit, ça se lit très vite, c'est très agréable. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ça aborde quand même des sujets un petit peu lourds, par exemple ça parle de deuil, de dépression aussi, notamment de dépression féminine, et ça, dans le contexte des années 40-50, c'est quand même très intéressant à lire. Ça aborde la question du stress post-traumatique suite à la guerre, ça aborde les problématiques de rationnement de manière très concrète. Il est souvent question du rationnement des collants, ça peut paraître bête, mais mine de rien, ça posait problème. Voilà, moi j'ai qu'une hâte, c'est de lire les autres tomes, ils sont dans ma wishlist, je sais que je vais foncer dessus. Pour ce qui est du niveau d'anglais, c'est peut-être un cran au-dessus des détectives du Yorkshire, mais ça se lit quand même assez bien si vous avez quelques bases. Et sinon, la traduction est parue, il me semble, fin 2020 ou début 2021. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Troisième roman dans mes recommandations, je vous en avais parlé dans ma pile à lire de l'été il y a quelques temps. Il s'agit de The Windsor Knot de S.J. Bennett, qui est donc en français, ce tome s'intitule Bal tragique à Windsor, il me semble. Alors, comme vous l'avez compris par le sous-titre et par la couverture, on va suivre ici ce qui fait la spécificité de cette saga. C'est Élisabeth II, l'héroïne et l'enquêtrice. C'est donc notre chère reine d'Angleterre. Cette série, du fait de suivre la reine d'Angleterre, même si évidemment il est écrit au début et à la fin du livre que c'est une fiction, ils sont obligés de le faire, cette série a essayé de mettre en place une certaine vraisemblance en ce qui concerne la reine, la famille royale et la vie au palais. Et même si on sait bien évidemment que c'est de la fiction, c'est très bien fait, autant dans la façon dont les personnages s'expriment, dans la description de certains lieux, de certains événements, du protocole. C'est assez crédible en tout cas comme ambiance. Ce que j'ai beaucoup aimé surtout, c'est que l'autrice a cherché à reproduire la personnalité des membres de la famille royale, du moins ce qu'on peut en voir dans les interviews, dans leurs biographies ou dans les médias. Philip, je trouve, est très très bien interprété, en tout cas c'est une interprétation mais ça reste très sympa. Il y a quelques pics lancés à Charles et à Camilla, c'est très drôle. On voit aussi d'autres membres de la famille royale, ou alors il me semble qu'on voit les Obama, oui c'est ça. C'était assez drôle par moments, c'était très bien écrit, plutôt agréable à lire. Pour vous donner une petite idée de l'histoire de départ, la reine va organiser une réception à Windsor et l'un des invités, qui était un pianiste russe, qui était donc là pour divertir l'assemblée, va être retrouvé mort dans sa chambre le lendemain matin dans des circonstances plutôt glauques. La couverture vous donne un petit indice parce que The Windsor Knot c'est un double jeu de mots, évidemment ça se passe à Windsor, mais également parce que c'est un type de nœud de cravate. Je vous en dis pas plus, c'est pas une simple pendaison, je vous laisserai découvrir de quoi il retourne. Et la reine est bouleversée par cet événement parce que ça s'est produit littéralement sous son toit. Et elle va donc décider de mener l'enquête et on va apprendre que c'est quelque chose qu'elle ferait apparemment depuis son adolescence.
Elle va être assistée dans son enquête par Rosie, qui est une de ses assistantes personnelles et qui est surtout l'une des premières jeunes femmes noires à accéder à une position aussi haute au palais. On est sur une excellente lecture, je vous le recommande. Par contre, si vous débutez en anglais, ne commencez pas avec ça. Vraiment, ça risque de vous rebuter un petit peu. Pourquoi? Parce que comme on suit la reine, forcément, l'autrice a fait un gros travail en termes de niveau de langue entre les différents personnages, en termes de ton, de vocabulaire employé. Pas seulement le vocabulaire, mais des structures qui pourraient vous perturber si vous n'avez pas l'habitude, notamment la reine, quand elle parle d'elle-même parfois, au lieu de dire I, elle dit one, qui est l'équivalent très formel du on en français. Et si vous n'êtes pas habitué à ça, ça pourrait un peu vous déranger. Voilà, donc ne commencez pas par ça, commencez par les détectives du Yorkshire, qui est bien plus accessible, qui est dans un anglais bien plus courant, alors que celui-ci peut-être à réserver pour plus tard, ou alors tout simplement à lire la traduction qui est parue il y a quelque temps. Voilà. On enchaîne avec l'un de mes coups de cœur de 2020, et ça avait été une sacrée surprise. J'aurais jamais imaginé avoir un coup de cœur pour une saga de Cozy Mystery qui ne soit pas les détectives du Yorkshire. Et pourtant, je vous présente The Thursday Murder Club de Richard Osman, publié ici chez Penguin en hardback, parce que je l'avais acheté dès sa sortie. Il avait été recommandé par mes libraires, et je ne sais pas pourquoi, le titre m'avait attiré, et j'ai bien fait vraiment, parce que comme je vous le dis, ça avait été un coup de cœur. Alors, pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, Richard Osman, alors je ne sais plus s'il est journaliste ou présentateur, mais en tout cas il travaille dans les médias ici au Royaume-Uni, et il s'est lancé ici dans son premier roman. Pour vous donner une petite idée du résumé, on se trouve dans une sorte de résidence pour seniors, c'est-à-dire que ce n'est pas une maison de retraite au sens où on peut l'entendre, ce sont plutôt des habitations indépendantes qui sont réunies sur un même terrain avec des services sur place, un médecin, des infirmières, un coiffeur, etc. Et on va suivre 4 retraités qui se réunissent tous les jeudis, forcément, pour le Murder Club. Ils se réunissent pendant plusieurs heures pour discuter de vieilles affaires, mais pas franchement comme des cold cases, plutôt comme des énigmes intellectuelles à résoudre, un peu à la façon d'Hercule Poirot. Sauf que là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un véritable meurtre qui va se produire dans l'enceinte de la résidence, et ils vont décider d'enquêter. Alors, c'était très très drôle, très bien écrit, plein d'esprit, pas mal d'ironie, un humour très anglais, mais aussi beaucoup de références. Mais alors, ce qui m'a beaucoup plu et ce qui a fait passer ce livre dans le coup de cœur, c'est un peu comme dans Sparks and Bainbridge, c'est que il y a des thématiques un peu plus profondes. C'est-à-dire qu'on suit des retraités. Et donc on va aborder des tas de thématiques liées à l'âge. On va parler de deuil, mais on va également parler de Alzheimer et de la douleur de voir un être qu'on aime partir peu à peu à cause de la maladie, le voir nous oublier, le voir oublier sa vie, etc. C'était très touchant, mais fait de manière très élégante. Vraiment, je vous le recommande. Alors, j'ai oublié le nom des personnages. Il me semble que ça doit être Elizabeth. Elizabeth, par exemple, on sent qu'elle a un passé un petit peu trouble, un petit peu mystérieux. On commence à avoir quelques clés dessus. Mais c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les 4 personnages. Ils ont chacun leur personnalité. Ils sont très attachants. Donc vraiment, il a été traduit très récemment chez 10-18, il me semble. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu passé inaperçu, alors qu'ici, ça a été un succès phénoménal au Royaume-Uni. Donc si vous le voyez passer en France, surtout, n'hésitez pas. Ensuite, je vais vous parler de The Postscript Murders de Ellie Griffith, qui est un petit peu dans le même genre que le Richard Osman, dans le sens où là aussi on va suivre une enquête qui va démarrer dans une maison de retraite. En fait, on va suivre Natalka, qui est une aide-soignante, qui travaille donc, comme je vous le dis, dans une maison de retraite et qui un jour va retrouver une de ses patientes morte chez elle. Sauf que cette patiente ayant plus de 90 ans, ni la police ni le médecin vont s'alerter outre mesure
et ils vont considérer que c'est une mort naturelle. Natalka, elle va se douter qu'il y a quelque chose d'un peu plus mystérieux qui se cache là-dessous peut-être. Surtout qu'on va découvrir assez rapidement que Peggy, donc la dame qui est décédée, son métier était très original. En fait, elle écrivait pour des auteurs de thrillers et de policiers, elle écrivait par exemple des façons de tuer leurs personnages. Donc Natalka, notre aide-soignante, va être accompagnée d'autres membres de la maison de retraite et va enquêter sur la mort de Peggy. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que dans la mesure où Peggy travaillait avec des écrivains, on va aussi se trouver dans le milieu littéraire. Et il va y avoir un espèce de mini road trip. On va venir par exemple en Écosse à Aberdeen, donc forcément j'ai beaucoup aimé dans la mesure où j'ai fait une partie de mes études là-bas. C'était le côté un petit peu nostalgie de ce livre. Maintenant, pourquoi je ne le classe pas au même niveau que le Richard Osman, c'est que je l'ai quand même trouvé moins drôle. Il y a des touches d'humour, mais pas aussi fin que dans le Richard Osman, et aussi moins touchant. Mais ça reste une très bonne lecture. Il vient d'être publié, il me semble, le mois dernier ou il y a 2 mois chez Hugo. Là encore, j'ai l'impression qu'il est passé un peu inaperçu. Mais si vous voulez passer un agréable moment de lecture, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'anglais, ça reste accessible. Maintenant, je le répète, commencer par les détectives de Yorkshire, c'est un anglais un petit peu plus courant, peut-être un peu plus moderne que celui-là. Même s'il date de l'année dernière, l'anglais est légèrement plus formel, peut-être plus daté. Et comme on est en plus avec des personnes âgées, parfois elles-mêmes parlent de façon un peu guindée à certains moments. Voilà. Alors, avant de passer à ma dernière recommandation, je voulais aborder une saga que je n'ai pas ici en papier, mais que je suis obligée d'aborder parce que c'est un incontournable du genre et que j'avais quand même plutôt apprécié ma lecture. Il s'agit de Agatha Raisin. Alors, je n'ai lu qu'un tome des Agatha, je n'ai plus le titre, je vous le mettrai en photo si je le retrouve. Il s'agit de celui qui a dans le titre et sur la couverture des pots de confiture. Si vous ne connaissez pas les Agatha Raisin, je vous fais le pitch très rapidement. Agatha est une quarantenaire, il me semble, peut-être même cinquantenaire, qui travaille à Londres. Elle a beaucoup de succès, elle travaille dans la communication, sauf que du jour au lendemain, elle en a marre, elle décide de tout plaquer. Et elle déménage dans un petit village de campagne. Sauf que, évidemment, vous vous en doutez bien, ça peut pas en rester là, elle peut pas vivre une vie tranquille. Il va se mettre à y avoir pas mal de vols, de meurtres, d'empoisonnements, de disparitions dans le village. Donc chaque tome est une enquête pour résoudre ces mystères. C'est un peu l'archétype du Cozy Mystery avec la détective qui n'a absolument aucune expérience ni aucune compétence dans le domaine et qui se lance dans les enquêtes. Il y a beaucoup de tomes dans Agatha Raisin, il me semble qu'on a peut-être une trentaine. Comme je vous l'ai dit plus tôt, j'avais apprécié ma lecture, mais c'était un petit peu sans plus. En fait, j'avais eu du mal à m'attacher au personnage d'Agatha, c'est pour ça que j'avais pas persisté. Maintenant, si j'ai l'occasion d'en lire d'autres, je le ferai. Et surtout, alors j'ai oublié de vous le préciser, mais parce que je pense que vous le connaissez, que vous le saviez, l'autrice est MC Beaton. Et je pense moi que je me lancerai dans les autres sagas de MC Beaton, notamment celle qui concerne Hamish et qui se passe en Écosse. Forcément, j'ai envie d'essayer. Et maintenant, si je vous parle de Agatha, c'est d'une part parce que, comme je vous le dis, c'est un incontournable, mais surtout parce que je veux vous recommander la série. Agatha Raisin a été adaptée en série télé, qui avait été diffusée en France, il me semble, sur France 3 il y a quelques années, donc elle n'est plus diffusée, mais par contre elle est peut-être disponible en replay, ou alors en VOD, ou tout simplement en DVD. J'avais beaucoup aimé l'adaptation, bien plus que le roman. C'est vraiment très chouette, les acteurs sont bien trouvés, et c'est très drôle. Ça respectait vraiment l'esprit du roman, mais je m'étais davantage attachée au personnage dans la série que dans le roman. Donc voilà, si vous cherchez une bonne adaptation de Cozy Mystery, Agatha Raisin, vraiment, ça fait bien l'affaire. On termine cette série de recommandations de Cozy Mystery par The Magpie Murders de Anthony Horowitz. Anthony Horowitz, vous le connaissez peut-être, c'est celui qui a écrit Moriarty, qui est donc une réécriture de Sherlock. Et il a également écrit toute une série de romans jeunesse, surtout dans les années fin 90, début 2000. Il me semble que sa série principale c'est Alex Rider, mais je ne suis pas sûre parce que je ne les ai jamais lus, mais voilà, c'est au cas où vous connaissiez.
Ici, dans les Magpie Murders qui ont été traduits, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, on est sur un roman qui est un peu à la limite du genre du Cozy Mystery, qui est très différent de ce que j'ai pu vous présenter jusqu'à présent. Certaines critiques ont dit qu'il s'agissait d'un pastiche de Cozy Mystery. Je suis assez d'accord, dans le sens où dans ce roman, l'auteur va jouer avec les codes du genre, les repousser un petit peu et les détourner. Avant de revenir là-dessus, je voulais juste vous expliquer un peu de quoi il retourne dans cette histoire. On va être sur un jeu de narration un petit peu méta. Dans ce livre, c'est-à-dire qu'on va suivre l'assassinat, enfin l'enquête pour résoudre l'assassinat d'un auteur, et également on va suivre dans le même temps le livre qu'il était en train de terminer et qui apparemment serait la clé de son assassinat et contiendrait surtout des indices qui permettraient à la police de résoudre ce meurtre. Alors, je ne sais plus si c'est, entre guillemets, dans la vraie vie, c'est-à-dire dans l'intrigue principale ou dans le roman, il me semble que c'est dans le roman. On va suivre un détective, donc c'est aussi pour ça que c'est à la marge du Cozy Mystery, c'est qu'ici on est sur un détective professionnel, mais c'est un détective vraiment à la Hercule Poirot. Il a énormément de points communs avec Hercule Poirot, c'est pour ça à mon avis aussi que ce livre est qualifié de pastiche. Et un Hercule Poirot vieillissant qui a appris qu'il était malade, dépressif, en grande souffrance, donc on est vraiment sur un détournement des codes de Agatha Christie, et qui va donc mener l'enquête dans le roman, à l'intérieur du roman, dans un petit village anglais, tout ce qu'il y a de plus normal en apparence, avec sa petite vie, etc. Mais de nombreux habitants de ce village cachent des secrets, ont un passé un peu trouble, mentent probablement au détective, et donc on va suivre cette histoire qui permettra normalement de résoudre le meurtre de l'intrigue principale. Alors, c'était une bonne lecture, mais j'avais trouvé ça un petit peu confus. Peut-être parce que je m'attendais trop à du Cozy Mystery et que donc j'avais été un petit peu déçue, mais voilà, j'avais trouvé ça un petit peu nébuleux par endroits. Et surtout, ce qui peut surprendre, voire même déranger certains, c'est que, comme je vous le dis, c'est un pastiche, on est presque sur un exercice de style dans ce livre. C'est-à-dire que à vouloir détourner les codes et repousser les limites du genre, on est sur quelque chose d'un petit peu difficile à suivre, peut-être trop artistique, si vous voyez ce que je veux dire. L'auteur a peut-être voulu trop en faire pour détourner le Cozy Mystery d'origine. Maintenant, ça reste une bonne lecture. C'est un peu plus proche d'un roman d'enquête classique. On a moins le côté doudou, certes on est dans l'ambiance d'un petit village, etc. Mais on a beaucoup moins le côté doudou, c'est un peu plus sombre par endroits. Et au niveau de l'anglais, du fait que ça soit un exercice de style, je ne vous le recommande pas si vous débutez, parce que même dans l'écriture, l'auteur a voulu imiter par exemple les Agatha Christie d'époque, etc. Donc c'est pas forcément très accessible si on n'a pas l'habitude. Maintenant, je vous le dis, ça reste une lecture agréable, sinon je vous en parlerai pas. Simplement, ça c'est peut-être pour les gens qui n'ont pas envie d'être trop dans le cliché du Cozy Mystery et qui ont envie de quelque chose d'un peu plus sérieux éventuellement. Voilà, et bah écoutez, c'en est tout pour moi et cette sélection. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait connaître quelques titres. Surtout, n'hésitez pas à m'en recommander. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour que vous puissiez me faire vos propres recommandations. Je me suis notée assez récemment, pour l'avoir vu passer plusieurs fois, Les Dames de Marlowe de Robert Thorogood, qui a été donc traduit en français, que j'ai vu passer sur plusieurs comptes et plusieurs chaînes YouTube. On y parle apparemment de mots croisés, et moi juste ça suffit pour me séduire, donc je l'ai mis dans ma wishlist et je pense que je vais pas tarder à craquer, malheureusement pour mon compte en banque. Mais si vous avez d'autres références, surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, si vous les avez déjà lus. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça m'aidera réellement à continuer, ça m'encouragera et ça me motivera. Donc voilà, je vous dis merci et à bientôt. Ciao!